Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir. C'est un petit peu exceptionnel pour nous et je pense pour vous aussi, puisque c'est une séance un peu spéciale. C'est dans le cadre d'un cycle de séminaires que j'anime depuis le mois de janvier à l'INHA en coopération avec l'INP. Et on a eu tellement de demandes dès la première séance que ça a un petit peu bousculé notre programmation. Et on avait un problème de salle. Donc ce soir, nous n'avons pas l'auditorium habituel de l'INHA. Et je suis très contente et avec grand plaisir, j'ai appris que le centre Georges Simmel et l'école des hautes études en sciences sociales a accepté exceptionnellement pour cette séance de nous accueillir. Donc je vous souhaite la bienvenue, ceux que certains d'entre vous je reconnais bien, et il y a aussi beaucoup de nouveaux visages, et donc je suis très contente si jamais, voilà, c'est peut-être aussi l'affiche ou l'information qui a circulé à l'intérieur de l'école des hautes études qui a fait que vous soyez venus ce soir. Donc, alors pour ceux qui ne connaissent pas l'ensemble du programme, il y a encore quelques flyers qui sont ici devant, donc servez-vous également, j'en avais laissé à l'entrée. Et sinon, bien évidemment, vous trouvez le programme aussi sur le site de l'INHA, donc l'Institut national d'histoire de l'art, ou sur le site de l'INP, l'Institut national du patrimoine. Oui, donc ce cycle est donc une sorte de première présentation, je pense en France, sur la recherche de provenance à l'échelle internationale. C'était l'idée de notre institut, et aussi à l'origine l'idée de former les étudiants à l'INP, de futurs conservateurs de musées. Et donc, voilà, on a commencé avec une première présentation déjà sur la collection Gurlitt, sur une enquête par rapport à un tableau. Je ne vais pas faire un long résumé. Vous pouvez, d'ailleurs, ça c'est une information importante, pour ceux qui n'ont pas vu les premières séances, les retrouver, les deux premières, sur la chaîne YouTube de l'INHA. Donc, vous tapez YouTube INHA et vous tapez juste le titre du cycle de séminaire, et vous pouvez voir donc la séance du mois de janvier et la séance du mois de février. Malheureusement pas la séance du mois d'avril, mais bon, c'était parce que l'intervenant n'a pas souhaité diffuser cette vidéo, mais donc c'est quand même aussi une possibilité. Et ce soir, j'espère que je parle correctement dans le micro, ce soir il y a donc également un enregistrement, donc si jamais vous avez des amis ou des collègues qui n'ont pas pu venir ce soir, normalement, ça sera disponible sur la chaîne YouTube de l'INHA dans quelques jours. Oui, donc une fois de plus, donc je suis vraiment extrêmement reconnaissante envers le centre Georges Simmel et l'école des hautes études en sciences sociales, qui a gracieusement accepté d'accueillir donc ce séminaire dans leur mur ce soir. Je tiens tout spécialement à remercier Denise Werneret, qui a fait le lien entre le centre Georges Simmel et nous, et bien sûr également toute l'équipe du centre Simmel pour leur disponibilité et leur accueil. Je suis également très, très heureuse et contente à la fois d'accueillir des nouvelles personnes intéressées par le sujet, et également peut-être quelques conservateurs qui ont passé la journée en formation continue à l'INP, et qui ont eu le courage après une journée déjà très chargée, de traverser la Seine et de finir la journée déjà très dense avec cette conférence de notre collègue Nicolas Doll, qui est venu donc de Berne exprès pour ce soir. Donc j'ai l'honneur, donc ce soir c'est l'honneur à la Suisse, comme vous avez vu dans le programme. J'essaye de faire intervenir à chaque fois quelqu'un d'un autre pays pour montrer la situation de la recherche de provenance dans les différents pays. Ce soir, donc, l'honneur à la Suisse, et je suis très contente de vous présenter notre intervenante, l'historienne de l'art Nicolas Doll. Nicolas Doll a étudié l'histoire de l'art, l'histoire et l'archéologie aux universités de Bonn, Berlin et Bochum. En 2003, elle a obtenu son doctorat à l'université de la Ruhr de Bochum avec une thèse sur le mécénat et la promotion de l'art sous le national-socialisme. De 1997 à 1999, elle a suivi une formation de conservatrice au Rheinisches Landesmuseum Bonn. Au sein de ce musée, elle a travaillé comme collaboratrice scientifique jusqu'en 2002.
suivis par des postes de conservatrice au Musée historique allemand de Berlin, au Martin Gropius Bau de Berlin et au Musée des Beaux-Arts de Mons en Belgique. Ses priorités scientifiques sont l'iconologie politique, l'histoire de l'art, histoire des collections et leurs expositions, ainsi que les questions des spoliations des biens culturels sous le national-socialisme. Outre de nombreuses publications sur l'art et la politique culturelle sous le régime nazi, elle a participé à l'édition numérique des sources sur l'histoire de l'art pendant la période nationale-socialiste. C'était donc un projet financé par la Deutsche Forschungsgemeinschaft, donc c'est une sorte, c'est l'ANR en fait allemand, qui a été mis en ligne entre 2004 et 2007. Depuis 2014, elle est chercheuse associée au Centre allemand d'histoire de l'art à Paris, pour lequel elle enquête sur les concepts scientifiques et l'histoire des spoliations des biens culturels et leur dimension génocidaire en France occupée. Donc sur la période 1940-44, la période de l'occupation. Et enfin, donc la raison pour laquelle elle nous parle ce soir, depuis mai 2017, elle dirige le département de la recherche de provenance au Musée des Beaux-Arts de Berne. Je suis très heureuse de l'accueillir aujourd'hui, puisque son intervention prend en quelque sorte la suite de la première séance de notre cycle de séminaires, pendant laquelle je vous ai présenté le parcours d'une enquête sur l'origine du tableau Portrait de femme de Thomas Couture, qui a été trouvé dans la collection Gurlitt et qui s'est révélé être une œuvre spoliée sous l'occupation en France, spoliée en fait à la famille Georges Mandel. Aujourd'hui, donc, il est à nouveau question de cette fameuse collection Gurlitt, mais sous un tout autre point de vue, le point de vue de la Suisse. Car c'est le Kunstmuseum de Berne qui a accepté le legs de Cornelius Gurlitt, donc le fils du marchand Hildebrand, en 2014. Je ne vous en dis pas plus et je passe la parole à Nicolas Doll. Merci. Bon, merci Inès, ça marche ? Oui. Merci Inès pour la présentation. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour cette invitation à venir présenter nos recherches concernant... C'est mieux ? Peut-être comme ça ? Non. C'est mieux ? Bon. J'espère. Merci. Ok, je commence encore une fois. Mesdames et messieurs, chère Inès Rother-Montrenard, je vous remercie beaucoup pour cette invitation à venir présenter nos recherches concernant la collection Gurlitt dans le cadre de ce séminaire Patrimoine spolié pendant la période du nazisme. Je me réjouis de l'invitation prise par l'INHA et l'INP de cette série de conférences qui permettront de présenter les multiples points de vue et modes d'approche sur la recherche de provenance. Parce qu'en effet, les principes de Washington sur lesquels se fonde notre travail sont diversement interprétés dans les différents pays concernés. À cela s'ajoute que, parallèlement aux standards scientifiques de la documentation, les découvertes de la recherche de provenance sont aussi déterminées par la juridiction propre à chaque pays, par ses constellations politiques, ses institutions ou ses donneurs d'ordre. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir convié la Suisse et plus précisément le Kunstmuseum Bern, où nous construisons un département de recherche de provenance depuis 2 années. Dans cette conférence, je vous propose un tout petit aperçu de notre travail. Le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Aussi, je vous prie par avance de me pardonner les éventuelles fautes d'expression et d'accent. Je commence. La découverte dite Kunstfund Gurlitt ou en français Trésor artistique Gurlitt. C'est en novembre 2013 que fut rendue publique la découverte de ce que l'on nomme le Kunstfund Gurlitt. Il s'agit d'un ensemble de 2280 œuvres d'art ayant appartenu à Cornelius Gurlitt, le fils du marchand de l'art allemand Hildebrand Gurlitt. Les œuvres avaient été confisquées
dès le printemps 2012 dans l'appartement munichois de Cornelius Gurlitt, dans le cadre d'une enquête sur une fraude fiscale. La confiscation de ces œuvres d'une collection privée a d'abord été tenue sous silence, puis rendue publique par un article paru dans l'hebdomadaire allemand Focus le 3 novembre 2013. D'autres découvertes dans la maison de Cornelius Gurlitt à Salzburg ont porté le nombre des œuvres à 1050. Depuis la révélation de cette découverte, Gurlitt est devenu dans le monde entier l'incarnation du commerce de l'art à l'époque nazie, voire un synonyme des spoliations d'œuvres d'art sous le national-socialisme. Le retentissement de la délectation médiatique suscitée par l'annonce, à la une du hebdomadaire Focus, de la redécouverte d'un trésor nazi disparu, je cite, près de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont éclipsé la procédure discutable de saisie des œuvres d'une collection privée par le fisc allemand. Au lieu de cela, le cas Gurlitt a focalisé l'attention publique avec une véhémence inconnue jusque-là sur les procédés employés dans les collections publiques et privées en cas de spoliation nazie. 15 ans après la conférence sur les biens des victimes de la Shoah du 3 décembre 1998 à Washington, les principes définis relatifs aux recherches d'art pillé par les nazis ont-ils été respectés? Quelles ont été les démarches entreprises par l'État allemand? Quels sont les musées qui ont effectivement mis en scène, en œuvre une recherche de provenance et sous quelle forme les résultats ont-ils été publiés? Quelle a été la proportion des restitutions par rapport aux recherches de provenance effectuées? Dans quelle mesure les réclamations des propriétaires légitimes ou de leurs héritiers ont-elles pris en considération en vue d'une solution loyale et juste, fair and just solutions? Enfin, comment a-t-on procédé jusqu'à là avec l'art pillé dans les collections privées? Concernant la recherche de provenance en Allemagne, le cas Gurlitt marque un nouveau tournant institutionnel. Alors que les débats sur la restitution aux héritiers d'Alfred Hess du tableau Berliner Straßenszene, scène de rue berlinoise de Ernst Ludwig Kirchner conservé au Brücke-Museum de Berlin, ont conduit en 2008 à la création d'un poste de travail sur la recherche de provenance au musée d'État berlinois. La causa Gurlitt fut suivie en 2015 par la fusion de ce poste et de l'Institut, je cite le nom allemand, Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste, ça se traduit comme l'Institut de coordination des pertes des biens artistiques pour la Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste. Peu avant sa mort, en mai 2014, Cornelius Gurlitt a donné son accord pour une recherche sur les circonstances de l'acquisition des œuvres d'art de sa collection. Ainsi a-t-il été l'un des premiers collectionneurs privés en Allemagne à accepter les Washington Principles. En novembre 2013, la République fédérale de l'Allemagne et l'État libre de Bavière ont chargé le groupe de travail dit Task Force Schwabinger Kunstfund, Task Force Trésor de Schwabing, de la recherche de provenance. Il s'agissait alors d'une commission internationale dont faisaient également partie des spécialistes français. Des chercheurs de provenance externe à la Task Force ont été sollicités et de nombreux collègues ont apporté leur soutien dans les archives en France notamment, où je nommerai à titre de représentant Sébastien Chauffour des archives diplomatiques, Vincent Tuchet des archives de Paris,
de Paris et des chercheuses de la CIVS, Elsa Vernier-Lopin et Muriel Desbastiers, et ainsi que des spécialistes indépendantes comme Ines Rother-Montrena, Emmanuel Pollack et Elisabeth Royer. Ce groupe de travail avait pour mission d'établir si les œuvres dans la possession Gurlitt relevaient de la spoliation d'œuvres d'art, c'est-à-dire s'il s'agissait d'œuvres soustraites à un particulier dans le cadre des persécutions sous le régime national-socialiste, conformément à la déclaration de Washington et à son interprétation par la République fédérale allemande. Il devait, en outre, déterminer à qui avait appartenu l'œuvre, dans quelles circonstances Hildebrandt Gurlitt en avait-il fait l'acquisition, et enfin, comment est-elle devenue la propriété de son fils Cornelius. Les investigations étaient donc centrées sur la confirmation, voire l'information, d'une dépossession par les nazis dans le cadre des persécutions. Une documentation de base fut établie pour chacune des œuvres avant d'entreprendre la recherche des propriétaires antérieurs. En décembre 2015, au terme de l'étude conduite par la Task Force, le projet Recherche de provenance Gurlitt, en allemand Projekt Provenienzrecherche Gurlitt, a pris la relève et poursuivi les investigations au Deutsches Zentrum Kulturgutverluste de janvier 2016 à décembre 2017. Dès le début de la recherche de provenance, la collection Gurlitt a été répartie en diverses rubriques. Les œuvres des peintres de la famille Gurlitt, une groupe dite art dégénéré et le reste, des œuvres déclarées susceptibles de relever de la spoliation nazie. Vous voyez ici un collage d'une sélection des œuvres et je l'ai pris d'un journal parce que tout le... Pardon? Ok, je pars plus fort. Et ici, une photo montrant les œuvres après la saisie dans les réserves. Les œuvres des peintres de la famille Gurlitt furent exclues. Dans le cas de cet ensemble, environ de 350 peintures, dessins et œuvres graphiques, on a considéré qu'il devait être la propriété de la famille depuis leur création. Vous voyez ici un tableau de Louis Gurlitt, un peintre de paysage du mi-19e siècle, et une esquisse de crayon de Cornelia Gurlitt. C'était la sœur de Hildebrandt Gurlitt. On a également exclu des œuvres graphiques reproduites en grande série ou encore des artefacts qui ne livraient pas suffisamment de points de départ pour une recherche de provenance. Le deuxième groupe, des objets dont on a supposé qu'ils provenaient des saisies opérées par le Troisième Reich dans le cadre de l'action art dégénéré et qu'ils auraient été achetés par Hildebrandt Gurlitt au ministère de la propagande du Reich à partir de 1938 ont aussi été exclus. La troisième groupe. Et ça, c'est dans le cadre de la Task Force et du projet Recherche de provenance Gurlitt. Les provenances de 724 œuvres ont pu être vérifiées. Jusqu'à ce jour, 7 ou 10 œuvres d'art ont pu être authentifiées comme des œuvres spoliées par le régime nazi. Dans le cas de 54 œuvres d'art, les soupçons de spoliation sont suffisants, mais ils ne sont pas prouvés. La provenance de 650 œuvres est considérée comme non éclaircie, c'est-à-dire que le soupçon de spoliation ne peut
ne peut être ni attesté ni exclu. Cela signifie qu'à la date de décembre 2018, la provenance de presque la totalité des œuvres soumises à l'examen n'a pu être établie. Vous voyez un journal suisse, c'est la Berner Zeitung, et c'est la une du 25 novembre 2014. Et c'est sous-titré « Nous n'avons aucun sentiment de la triomphe, ce sera inapproprié ». Le titre cite le directeur du musée du Kunstmuseum Bern, après la Suisse où la Fondation Kunstmuseum Bern a signé le contrat avec la République fédérale allemande et l'État de Bavière. Pour quelle raison une collaboratrice du Kunstmuseum Bern que je suis vient vous parler ici de la recherche de provenance de la collection Gurlitt? Peu avant sa disparition, Cornelius Gurlitt avait transmis à la République fédérale allemande et à l'État libre de Bavière son accord pour une étude qui déterminait si ou non les œuvres de ses collections relevaient de la spoliation. Gurlitt est décédé le 6 mai 2014. Dans son testament, il a désigné le Kunstmuseum Bern comme unique héritier, transmettant ainsi à une tierce partie la responsabilité de sa propriété artistique. Pardon? Je ne veux pas manger ça. Ok. Le musée, le Kunstmuseum Bern, a été très surpris de cette dernière volonté de Gurlitt. Et le conseil de la Fondation n'a décidé d'accepter cet héritage qu'après 6 mois de réflexion. Rien ne permet clairement d'expliquer pourquoi Cornelius Gurlitt a légué ses biens au Kunstmuseum, sinon des spéculations. Gurlitt a certes visité le musée de son vivant, mais il n'avait aucune relation personnelle avec cette institution. Il était néanmoins en relation d'affaires à Berne. Son père, Hildebrand Gurlitt, avait de son côté déjà collaboré avec des galeries et des maisons de vente aux enchères suisses, dont la galerie Gute Kunst und Klipstein à Berne, conduite depuis 1951 par Eberhard Kornfeld. Cornelius Gurlitt, quant à lui, avait à plusieurs reprises vendu aux enchères des œuvres de la succession de son père chez Kornfeld, et la famille entraînait également des contacts avec la galerie Ketterer, établie non loin de Berne. Comme en Allemagne, où la publication de la saisie des œuvres de la collection Gurlitt avait suscité un vif débat sur les spoliations, la dernière volonté de Cornelius Gurlitt raviva en Suisse la question de la participation et du comportement des marchands d'art face aux spoliations de la période nazie. Il s'agissait plus maintenant des, entre guillemets, gros projets ou grands projets nazis, comme par exemple les pillages gouvernementaux organisés conduits par la Einsatzstabsleiter Rosenberg ou par le Sonderkommando Künzberg, chargés de la confiscation des collections juives pour le projet du Führermuseum. En Suisse, il ne pouvait dès lors plus être question de l'enrichissement privé d'Adolf Hitler ou des négociations d'échange de Hermann Göring. Aussi en Suisse, les marchands d'art, les musées et les collectionneurs étaient ramenés avec Hildebrand Gurlitt sur le devant de la scène et avec eux les institutions d'État et les visages, je cite, d'hommes ordinaires, comme le formula de Christopher Browning. Car l'histoire du marchand d'art Hildebrand Gurlitt
est à part entière un épisode de l'histoire suisse, et c'est bien avant que le Kunstmuseum Bern ne devienne l'héritier de Cornelius Gurlitt. Les Suisses n'ont pas interrompu leurs échanges commerciaux avec l'Allemagne pendant la dictature nationale-socialiste, et ils ont bien sûr acquis des œuvres d'art pour leur collection dans les ventes aux enchères à cette époque. Des Allemands ont vendu dans des enchères suisses des marchands allemands comme Wendland et Böhler à Lucerne avaient établi leur succursale là. Les Juifs allemands déposaient leur collection dans les musées pour en empêcher l'accès aux nazis. La Suisse a aussi été un marché attractif pour le commerce des œuvres confisquées, dites art dégénéré. Elle le fut aussi pour Hildebrandt Gurlitt lui-même, qui, dès 1938, à la demande du Reichspropagandaministerium, c'est le ministère de la propagande du Reich, commercialisa des œuvres d'art dégénérées. Dans les archives des musées de Bâle et de Winterthur sont conservées des lettres de Gurlitt avec des offres concrètes. Le rôle de médiateur était assuré par le marchand d'art bernois August Klippstein, qui a vendu aux États-Unis, par exemple, des œuvres de Wassily Kandinsky confisquées en Allemagne et déclarées dégénérées. À partir de 1939, Gurlitt a utilisé pour son négoce le dépôt franc sous douane de Bâle. Il avait pour d'autres partenaires commerciaux August Reber à Bâle ou Theodor Fischer à Lucerne, à qui il a vendu des œuvres acquises dans la France occupée. Comme en Allemagne précédemment, le débat Gurlitt a permis en Suisse aussi d'élargir l'audience des questions sur les liens entre racisme, persécution et spoliation, guerre et assassinat des Juifs d'Europe, bien au-delà du cercle des spécialistes. Il a également fait prendre conscience à des gens tout à fait normaux que les spoliations d'œuvres d'art opérées durant la dictature nationale socialiste reposaient sur les exécutants volontaires dans les affaires qui ne s'arrêtaient pas aux frontières nationales, ont des répercussions aujourd'hui encore, que ce soit sous la forme d'œuvres d'art spoliées en circulation dans le monde, de l'indemnisation des victimes ou encore d'une législation qui accorde plus de droits aux propriétaires qu'aux victimes et à leurs descendants. En ce qui concerne la gestion des spoliations nazies, l'effet du débat sur la collection Gurlitt est comparable à celui suscité par Daniel Goldhagen et aux discussions autour de l'exposition sur les crimes de la Wehrmacht du Hamburger Institut für Sozialforschung, en français, l'Institut de recherche sociale d'Hambourg, au milieu des années 1990. La situation de recherche de provenance en Suisse. En Suisse, les discussions sur le legs de Cornelius Gurlitt ont conduit à une évaluation critique de l'application des principes de Washington dans les musées et à la question de savoir si l'on a suffisamment répondu aux engagements délibérément pris en 1998. Je me propose d'esquisser ici la progression des positions suisses de 1999 à aujourd'hui. La Suisse a pris un pas prépondérant dans l'entérinement des principes de Washington et elle les a reconnus. En 1998, 10 musées ont admis ces principes et adopté la déclaration des musées suisses relative aux biens culturels spoliés au cours de la dictature nazie et la Seconde Guerre mondiale. Les recherches sur le rôle des banques suisses dans le cadre des dépôts de réserves d'or nazis et la gestion des comptes en déshérence au début des années 1990
ont certainement aussi motivé cet engagement du pays, resté neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Office fédéral suisse pour la culture a appliqué les principes de Washington et a défini comme biens spoliés les œuvres d'art confisquées par les nazis. Au tournant du millénaire, l'interprétation de la formule spoliation d'œuvres d'art par les nazis se distingue clairement des lignes directrices d'Allemagne ou encore d'Autriche. Immédiatement après la conférence de Washington, l'Autriche a promulgué une loi sur la restitution des objets d'art par les collections et des musées fédéraux. Depuis lors, la Commission pour la recherche de provenance analyse dans les institutions fédéraux des objets spoliés. En Allemagne, la Fédération et les Länder ont signé en 1999 une déclaration dite Gemeinsame Erklärung, ou en français, c'est un titre horrible, Déclaration du gouvernement fédéral, des Länder et des confédérations de collectives pour l'identification et la restitution des biens culturels saisis dans le cadre des persécutions nazies, en particulier les œuvres dont les propriétaires sont juifs. Dans celui-ci, ils ont formulé une recommandation pour l'application des principes de Washington dans les musées publics. Par suite, un objet est considéré comme une spoliation nazie lorsqu'il a été saisi dans le cadre des persécutions racistes du régime. Une saisie relevant des persécutions n'implique pas seulement les œuvres confisquées ou appropriées, mais aussi celles qui ont été vendues sous contrainte. Cette interprétation restreint les droits des citoyens juifs jusqu'à leur priver les moyens d'existence élémentaires, que ce soit par des décrets gouvernementaux ou par la force physique. Alors, qu'en Suisse, depuis 1998, il était d'usage de définir la spoliation d'œuvres d'art comme une confiscation pour les seuls faits de saisie et expropriation. À la demande du gouvernement fédéral, une commission indépendante d'experts a étudié les interactions économiques et politiques du pays avec l'Allemagne nazie. Les rapports publiés en 2001 documentent les différents niveaux de coopération avec le régime nazi et un volume est consacré au commerce de l'art des œuvres spoliées. Les auteurs du livre Raubgut, Fluchtgut, bien spoliés, bien pillés, ont ajouté à la catégorie d'œuvres d'art spoliées la catégorie bien pillé ou bien en fuite. À la différence de l'art spolié, les biens pillés dessinent les biens de valeur transférés en Suisse par les propriétaires allemands eux-mêmes et y proposés à la vente. Les autrices Esther Tisa-Francini, Georg Kreis et Anja Heuss impliquent ainsi la position de l'État suisse souverain et neutre. Le terme de bien pillé ou bien en fuite se fonde sur l'hypothèse que, durant la dictature nationale socialiste en Allemagne, un marché libre a existé en Suisse avec des acteurs usant des mêmes droits qui ont pu pratiquer de plein gré les achats et les ventes. Si j'insiste sur la définition de ce terme, c'est uniquement parce que l'interprétation de la situation historique de la Suisse et la formule bien en fuite sont encore controversées aujourd'hui. Pour clore sur le positionnement de la Suisse suite à la conférence de Washington jusqu'à l'année 2014, il convient de mentionner aussi la loi promulguée sur le transfert international des biens culturels, ainsi que la ratification des déclarations de Vilnius et de Tereza.
Pourquoi cette longue discrétion sur les applications nationales des principes de Washington? Cette intervention ne devait-il pas porter sur nos projets actuels au Kunstmuseum de Berne? Comme je l'ai mentionné au début, divers facteurs ont déterminé les avancées de la recherche de provenance ainsi que la législation des pays concernés. À la date de l'acceptation du Lex Gurlitt par le Kunstmuseum, il s'est avéré que les collections publiques suisses n'avaient de fait pas répondu à leur engagement de suivre les principes de Washington. À l'exception de 3 collections, il n'avait été pratiqué aucun contrôle des inventaires relativement aux spoliations d'œuvres d'art. Jusqu'à 2016, seul le musée Riedberg et la collection Emil Bürle à Zurich, ainsi que le musée d'art et d'histoire de Genève, avaient mené des recherches de provenance. Rétrospectivement, il apparaît que pour la majorité des musées suisses, l'ouvrage Fluchtgut Raubgut, bien spolié, bien pillé, a tout bonnement pris la valeur d'une dispense de toute autre recherche. Alors que le Kunstmuseum Bern, avec le Lex de Cornelius Gurlitt, se retrouvait expressément confronté aux questions de spoliation d'œuvres d'art. Suite aux négociations avec la République fédérale allemande, qui administrait alors de fait les biens artistiques de Cornelius Gurlitt, le Kunstmuseum Bern s'engageait non seulement à coopérer aux recherches, mais aussi à estimer les œuvres de la collection Gurlitt conformément à l'interprétation allemande des principes de Washington. La décision d'accepter le Lex Gurlitt et de suivre dès lors l'interprétation allemande de spoliation en a eu un effet moteur pour l'ensemble de la recherche de provenance en Suisse. Les débats sur la spoliation d'œuvres d'art ont alors été reconsidérés et la question de l'immunité des institutions publiques et des individus quant aux intersections du pays avec l'Allemagne nazie a fait l'objet d'une nouvelle analyse critique. Dans le sillage du positionnement du Kunstmuseum, l'Office fédéral de la culture a également défini des directives pour la recherche de provenance et élargi la définition de spoliation nationale socialiste d'œuvres d'art. Si l'on a considéré jusqu'ici comme œuvres spoliées des artefacts dont il a pu être prouvé qu'ils provenaient d'une expropriation par confisquant dans la période de 1933 à 1945, il est déterminant depuis la fin de l'année dernière de savoir si le changement de main était consécutif à une confiscation. En allemand, in seiner Wirkung konfiskatorisch. Outre la confiscation directe, tombent aussi sous le coup de la spoliation les ventes fictives, par exemple les ventes à prix cassé et les ventes non légitimées. En ce qui concerne les objets de la collection arrivés en Suisse pour cause d'émigration ou de mise en sécurité de biens exposés aux confiscations des nazis en Allemagne, c'est-à-dire de biens en fuite, il convient maintenant de vérifier si ces changements de main peuvent aussi être caractérisés comme relevant de la saisie. Le Kunstmuseum Bern. La succession Gurlitt a induit un changement structurel au Kunstmuseum Bern, où a créé en juin 2017 un département pour la recherche de provenance. Nous nous sommes donné la recherche de la collection Gurlitt comme mission prioritaire d'ici le milieu de l'année 2021. Pourquoi cela? Alors que la collection Gurlitt a été étudiée par des équipes en Allemagne depuis 2013. Comme je l'ai mentionné précédemment,
La recherche en Allemagne vise à déterminer s'il se trouve des objets spoliés dans la collection. On a exclu des œuvres d'art moderne allemands dont on supposait qu'elles ont été confisquées dans les musées allemands lors de l'action dite art dégénéré commandée par le régime. Cet ensemble comporte environ 500 œuvres, parmi lesquelles quelques peintures, mais surtout des œuvres sur papier, des aquarelles, des pastels, des dessins et des gravures. La collection de ces 50 œuvres donne un aperçu représentatif de l'art allemand de l'expressionnisme, avec des œuvres graphiques aussi d'Edvard Munch, des dessins de Ernst Barlach, des travaux d'artistes des groupes artistiques die Brücke ou der Blaue Reiter, ainsi que la sécession de Dresde avec des œuvres de Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Franz Marc et August Macke, et bien sûr Otto Dix, Georges Grosz et Max Beckmann. Mais aussi, il se trouve d'œuvres des artistes peu connus aujourd'hui, comme Christoph Voll, un sculpteur et peintre, ou Godenschweg. Vous voyez ici, sur la projection, deux œuvres de la collection Gurlitt, à la droite, gauche. Un ouvrage de Ernst Ludwig Kirchner, Jeune fille mélancolique, c'est une gravure sur bois polychrome, et un aquarelle de Max Beckmann Sandford de 1934. Les œuvres non figuratives font l'exception dans l'ensemble. Vous pouvez en voir ici deux ensembles remarquables. Une aquarelle de Wassily Kandinsky avec le titre Schweres Schweben, pesante suspension de l'année 1924, ainsi que le feuille 4 du premier portfolio Kästner Brun de Lissitzky, une lithographie polychrome. Après une documentation de base, les chercheurs en Allemagne ont supposé que la plupart de ces œuvres sont entrées dans la possession de Hildebrand Gurlitt entre 1938 et 1941 et proviennent des saisies effectuées dans les musées allemands dans le cadre de l'action Art dégénéré. Dans cette action, plus de 20 000 œuvres d'art avaient alors été confisquées sur l'ordre du ministère de la Propagande du Reich, parmi lesquelles d'œuvres des artistes interdits par le régime nazi pour les motifs artistiques, racistes et politiques, notamment des œuvres de l'expressionnisme, du surréalisme et de l'abstraction, mais aussi d'artistes pacifistes, de socialistes, de communistes et de juifs. Le signal de cette campagne fut l'exposition Entartete Kunst, art dégénéré, présentée à Munich. À l'été de 1937, le régime nazi mit en scène une présentation des proscrits avec pour seul objectif de servir sa propagande culturelle. Les peintures et sculptures accompagnées des commentaires diffamatoires et qualifiées d'art malade et non allemand étaient publiquement stigmatisées. Cette exposition avait été décidée par le ministère du Propagande du Reich, par le ministre de la Propagande du Reich, Joseph Goebbels, en janvier 1937, après sa lecture du pamphlet de Wolfgang Wildrich, Die Säuberung des Kunsttempels, en français, Le nettoyage du temple de l'art, avec le sous-titre « Un pamphlet politico-artistique pour une guérison de l'art allemand dans l'esprit de l'art nordique ».
Vous voyez ici une page, un collage de cet ouvrage de Wilrich et un aquarelle de Paul Klee, Les Grecs et les barbares. Aujourd'hui encore, les œuvres confisquées gardent les marques de ces diffamations et de la destruction d'une culture de l'art moderne en Allemagne. Ici à gauche, c'est à gauche, vous pouvez voir une aquarelle de Paul Klee datée de 1920, Le Grec et les barbares, trouvée chez Cornelius Gurlitt. Et à droite, un collage extrait du pamphlet de Wilrich. Il réunit les détails, le collage, il réunit les détails de tableaux de Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Max Beckmann et Arnaud de Paul Klee. Vous voyez, das war nicht beabsichtigt. Kann man den Pfeil sehen? Alors ici, vous voyez, la groupe de 3 têtes, une partie de l'œuvre de Klee. Alors, Le Grec et les barbares, ici mis au pilori en tant qu'œuvre représentative de la détestée République de Weimar sous le titre, vous pouvez lire le titre ici, et je le cite en français, exemple apolitique de la expression allemande du système rouge. Ce collage témoigne les dimensions potentielles de l'analyse de la réception et des bonnes manières. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction pour Handhabungen, alors en vigueur dans le traitement d'une œuvre d'art. Dès lors que l'on aborde la recherche de provenance comme une histoire culturelle des objets, plusieurs époques et lieux, façons de voir, maniements se condensent dans une œuvre d'art. D'éventuels indices sur la confiscation sont aussi visibles sur la dame dans sa loge d'Otto Dix. Au recto du feuille, vous pouvez voir en haut et en bas des étiquettes rouges avec l'inscription porteurs spéciaux Eilgut. Et près de la bordure inférieure se trouve ici. Non, c'est pas bien lisable. Près de la bordure inférieure se trouvent les traces d'une note au crayon dont on ne peut pas plus lire que les lettres Münch. C'est M-U umlaut N-C-H. C'est pour sur les premières lettres de Munich. De Munich. À l'automne 1938, Hildebrandt Gurlitt avait été informé que les œuvres confisquées allaient être vendues contre devise à l'étranger. Il offrit lui-même ses services en tant que marchand d'art au ministère de la Propagande et fut chargé de la vente avec 3 autres marchands. Parmi ses clients se trouvait le directeur du Kunstmuseum de Bâle, Georg Schmidt. Une lettre conservée dans les archives du musée nous donne un aperçu de l'atmosphère des ventes. Je cite de cette lettre de Gurlitt à Schmidt du 26 mai 1939. Vous ne pouvez vous imaginer à quel point ce que vous m'avez raconté me réjouit. Jamais, depuis la Révolution française, il ne s'est en effet trouvé pour votre musée une opportunité telle que la mission qui vous revient. Georg Schmidt a acquis 21 peintures et sculptures auprès du ministère de la Propagande du Reich pour le musée d'art de Bâle, posant ainsi les jalons de la première et jusqu'ici la plus grande collection d'art expressionniste en Suisse.
Les contrats conservés dans les archives fédérales de Berlin laissent supposer que Gurlitt a acquis directement auprès de la ministère de la Propagande, soit par achat, soit par échange, 3879 des œuvres confisquées, parmi lesquelles des peintures, des aquarelles et plus de 3000 œuvres graphiques. Le volume de son négoce surpasse ainsi celui de ses collègues, des marchands d'art Ferdinand Müller, Karl Buchholz et Bernhard A. Böhmer. Les confiscations du Reich furent institutionnalisées postérieurement par une loi promulguée en mai 1938. À la différence des autres lois du régime national-socialiste, celle-ci ne fut pas révoquée après 1945 et en tant que propriétaire, l'État pouvait agir à son gré avec ses biens. La commercialisation des œuvres saisies à cette époque est donc foncièrement légale. La situation est tout à fait différente lorsque les œuvres ont été déprêtées par les particuliers au musée. Dans le cadre de notre étude de cet ensemble, il s'agit par conséquent de déterminer si les œuvres étaient propriété des musées allemands ou s'ils ont été confisqués à des particuliers. Mais il peut donc se trouver des œuvres qui étaient en possession d'Hildebrandt depuis les années 20 et d'autres qu'il aurait acquisées en tant que marchand d'art entre 1930 et 1937, alors avant les confiscations. Qu'est-ce que c'est notre travail? La recherche de provenance de ces œuvres a été entreprise l'année dernière. Lors d'un examen, nous avons pu constater que plus que 80% des œuvres ne présentent aucune annotation, mais beaucoup de traces des anciennes indications, alors des manipulations. Dans la plupart des cas, les étiquettes ont été décollées, les inscriptions gommées et les cachets grattés. Quand le motif ou le format le permettrait, les marques près du bord ont été coupées et le lissage professionnel des fibres du papier gratté permet de supposer que ces éliminations étaient intentionnelles et de main experte. Rien ne permet aujourd'hui de dire à quelle date ces manipulations sont intervenues. Le ministère de la Propagande du Reich avait engagé les marchands d'art à supprimer sur les œuvres toute marque éventuelle de provenance avant leur commercialisation. Mais ces marques peuvent aussi avoir été éliminées après la Seconde Guerre mondiale, lorsque Hildebrandt Gurlitt, nommé directeur de la Kunstverein pour la Rhénanie et la Westphalie, prêta les œuvres pour des expositions, ou même plus tard par ses enfants ou à leur demande. En raison de ces interventions dans la substance de l'œuvre, nous travaillons en étroite collaboration avec les restaurateurs pour l'autopsie des indices de provenance. Vous voyez ici une gravure sur bois polychrome d'Erich Heckel. Cette gravure, avec les titres fin couché, est un exemple impressionnant d'intervention dans la substance de l'œuvre. Vous en voyez ici le recto, et voici, c'est le verso, avec les traces bien visibles de grattage. Ici. Et de gommage là.
lumière transmise permet de voir par ailleurs la taille et l'envergure des interventions. C'est ici. Et en lumière rasante, la pression du crayon dans les fibres du papier devient repérable et révèle une succession de 5 chiffres qui donnent le nombre 10774. C'est dans cette partie-là. On voit seulement le bleu du crayon. Concernant les œuvres confisquées dites art dégénéré, en Allemagne, la documentation archiviste est relativement bonne. Les musées ont documenté la confiscation dans les inventaires. Le ministère de la Propagande, de son côté, consignait les confiscations et les ventes aux marchands d'art. Le nombre à 5 chiffres, c'est 10774, et le crayon de couleur bleue caractéristique permet d'assimiler ce numéro à l'action art dégénéré. Une comparaison avec l'inventaire des confiscations du Reich et des dossiers des musées pourrait ainsi permettre d'identifier l'œuvre et découvrir le contexte de la saisie et les circonstances de l'acquisition par Gurlitt. Cette gravure sur bois en couleur se trouvait au Kunstmuseum de Königsberg, où elle avait été confisquée dans le cadre de l'action art dégénéré en 1938. Hildebrandt Gurlitt l'a achetée au ministère de la Propagande du Reich en mai 1940. Aux premières vues, cette feuille de Oskar Kokoschka, Soldat au Tolmin, ne livre pas non plus des indices sur la propriétaire antérieure. Et le verso. Une étude au microscope avec lumière rasante a cependant révélé le léger relief résiduel d'une marque de collection grattée. Nous en avons pris les mesures, documenté les traces de couleurs, mais c'était impossible de reconstituer complètement l'inscription. Vous ne voyez pas, bien sûr, mais c'était au milieu de la feuille, après là, dans cette... Ah, schlecht. Okay, gibt es einen Laserpointer? Wie kann man den Pfeil sichtbar machen? Nein, es gibt ein Werkzeug. Moment, es gibt einen Laserpointer hier. Ok, trouvé. Ok, gratté. Mais l'œuvre, c'était un exemplaire unique. C'est un dessin de craie. Un dessin de craie, et nous avons pu, à partir de l'inventaire des confiscations de la liste Harry Fischer, identifier le Kunstmuseum de Düsseldorf comme possible propriétaire antérieure. À vue de l'inscription dans le registre d'inventaire, la directrice de la collection graphique de ce musée arrivait à authentifier la dimension de la marque et confirmait la confiscation de l'œuvre en 1937. Alors, c'était possible, mais il reste des cas un peu plus spéciaux, comme par exemple, pas celui-là, mais d'autres œuvres. Et pour cela, vous voyez ici une gravure des enfants près de la fenêtre de Max Beckmann. Et pour cela, nous avons établi une méthode de documenter toutes les manipulations et tous les indices. Vous voyez
La documentation soigneuse des indices à l'œuvre est essentielle dans l'étude des œuvres qui ne fournissent qu'insuffisamment d'indices aux anciens propriétaires ou translocations antérieures. Surtout, des ensembles de cette ampleur nécessitent une documentation systématique des constats pour pouvoir émettre des déductions sur les œuvres sans indication ou avec des indications incomplètes ou lacunaires. C'est pourquoi nous avons développé en coopération avec les restaurateurs du musée un procédé de documentation pour les indices et les manipulations. Et maintenant, c'est un peu technique. Vous voyez ici, sur le verso des chiffres. Alors, on documente tout ce qu'on trouve sur l'œuvre. Et en absence de base de données moderne au Kunstmuseum Bern, nous avons élaboré une méthode sur la base d'Excel pour la description des indices de provenance. Nous avons adapté le code de description technologique d'œuvres graphiques du cabinet des estampes des musées d'État berlinois. Chaque information sur l'œuvre sera documentée, une signature de l'artiste, des annotations des mains divers, une inscription gommée, une empreinte grattée sera décrite exactement avec une terminologie fixée. Vous voyez ici cette fameuse et horrible tableau d'Excel dans lequel nous insérons chaque caractéristique. Aux termes qui y sont consignés s'ajoute le répertoire des matériaux et techniques, des dimensions, du lieu, du classement. Cette méthode nous permet de filtrer les caractéristiques répertoriées selon les critères divers afin, par le biais des sous-groupes ou des modèles, d'obtenir des plus amples informations sur la provenance. De cette analyse, nous nous permettons concrètement une évaluation des manipulations, l'interprétation des indices existants, la reconstruction des marques de collection et numéros d'inventaire éliminés ou partiellement effacés, qui permettraient de circonscrire la recherche des propriétaires antérieurs potentiels. La documentation systématique des caractéristiques de provenance. Voilà. Vous voyez ici une partie des termes fixés. On ne peut pas choisir ce qu'on écrit dans les différentes felder. Champs. Non, c'est autre chose. Champs. Alors, les différents champs. Merci. La documentation systématique des caractéristiques de provenance est bien sûr transposable à d'autres disciplines comme la peinture et la sculpture. La terminologie se fonde sur des standards en histoire de l'art et en technique des matériaux. Les descriptions se réfèrent aux normes de Integrated Authority File et sont par conséquent foncièrement applicables à l'international. Une fois publiées, ces données ou ces informations fourniraient à tous chercheurs de précieuses informations pour l'identification d'une œuvre. Et nous avons, voilà, vous voyez deux documents de la succession Cornelius-Golitz, sont des documents centraux pour identifier un ensemble d'œuvres dites la groupe Gérard. L'évaluation de la recherche de provenance de la collection Gurlitt confirme aussi l'avantage d'une documentation homogène et intelligible pour le traitement d'ensembles de grande ampleur. En décembre dernier, l'équipe allemande a achevé l'étude de près de 700 œuvres. Depuis février, notre musée
notre musée dispose des résultats concernant la provenance de chacune des œuvres. Ces résultats constituent une première étape dans la décision du Kunstmuseum de savoir quelles œuvres de cet ensemble entreront dans la collection d'ici en 2021. Il a été contractuellement établi que le Kunstmuseum Bern n'acceptera aucune œuvre dont il est avéré qu'elle provient de la spoliation ou reste suspectée de l'être. L'équipe allemande a réparti des œuvres traitées en 3 catégories conformément au système d'analyse: rouge pour la spoliation, jaune pour les provenances non élucidées et vert pour les œuvres non suspectées. Bon, à ce jour, 7 cas de spoliation ont été publiés. Les œuvres sur lesquelles ne pèse aucun soupçon sont celles dont la provenance dans la période de 1933 à 1945 est clairement élucidée et pour lesquelles toute suspicion de spoliation est exclue. Ceci vaut pour 27 œuvres de l'ensemble étudié en Allemagne. Pour près de 680 œuvres, la suspicion de spoliation n'ayant pu être ni exclue ni attestée. Depuis février, nous travaillons à l'évaluation des rapports transmis. Nous avons pu jusqu'ici étudier les œuvres de l'ensemble dit de Gérard, une groupe d'œuvres pour lesquelles un lien a été établi avec le marchand d'art français Raphaël Gérard. Le classement des œuvres de l'ensemble Gérard se fonde sur 2 listes conservées dans la succession de Cornelius Courlet. Vous voyez ici les 2 documents dont l'un date d'avril 1944 et le deuxième de l'année 1953. Le marchand d'art Raphaël Gérard a joué un rôle dans les acquisitions d'œuvres d'art de Gurlitt en France, puisqu'il commercialisait des œuvres des collections juives confisquées, comme par exemple celle de Paul Rosenberg et Alfred Linot. Une suspicion de spoliation demeure par conséquent en ce qui concerne des œuvres de ce groupe avec une provenance lacunaire pour les œuvres pour les années 1940 jusqu'à 1944. C'est pourquoi, dans une première étape, nous avons comparé les données des rapports avec des documents du Lex manuscrit de Cornelius Courlet. Dans une deuxième étape, nous avons systématiquement répertorié les caractéristiques de provenance des œuvres de l'ensemble Gérard. Ce procédé nous a permis d'ajouter 8 œuvres à l'ensemble Gérard en plus. Le classement a alors été rendu possible grâce au numéro de lot porté sur l'œuvre ainsi qu'aux expertises conservées. On trouve ici, alors ça c'était la groupe des œuvres de Courbet, de l'ensemble Gérard et de ces 8 œuvres que nous avons identifiées qui doivent être ajoutées à l'ensemble. Je vous montre 3 œuvres et sur lesquelles on trouve ainsi au verso le numéro de stock de Raphaël Gérard. Alors, ce sont des peintures d'Auguste Renoir, de Paul Gauguin et de Gustave Courbet. Et une autre peinture attribuée à Manet ou peut-être Courbet, peut-être annexée à cet ensemble grâce à une expertise de Maurice Thomas Legendre de Gérard. Quand les achats de Gurlitt en France ne peuvent être avérés par aucun document initial, les procédés de documentation systématique sont un élément fondamental pour émettre une hypothèse et trouver des nouvelles pistes de recherche. Ils sont aussi un outil pour la continuité essentielle de la recherche de provenance et pour conforter les échanges de résultats au niveau international. Pour terminer,
La collection Gurlitt reste une chance pour la recherche de provenance. En Allemagne, l'assentiment de Cornelius Gurlitt au principe de Washington a, dans un premier temps, permis de faire connaître les desiderata de la recherche de provenance et induit des mesures structurelles très importantes. Depuis 2013, les projets Task Force et Recherche de provenance Gurlitt ont fixé de nouveaux critères pour la publication des provenances. En Suisse, l'acceptation du Lex de Cornelius Gurlitt par le Kunstmuseum Bern a suscité un débat substantiel. Une jusque-là de la présence d'art spoliés dans les collections suisses. Notre travail au Kunstmuseum Bern montre que l'on peut tout à fait développer des outils pour la documentation et l'évaluation des caractéristiques de provenance en faisant appel aux qualifications présentes dans les musées. Si l'on garde à l'esprit le potentiel de la collection Gurlitt pour la recherche de provenance en général, on découvre que pour des grands ensembles de collections, la recherche prioritairement appliquée aux objets n'a conduit qu'à des connaissances limitées. Une documentation systématique, une évaluation critique à partir des documents d'archives et surtout un regroupement structuré des connaissances aboutiront à des énonces fiables et permettront de positionner la collection et les activités de Hildebrandt Gurlitt dans les structures systématiques des spoliations nazies en Europe, avec leurs conséquences jusqu'à nos jours. Merci. Oui, merci beaucoup Nicolas pour cette présentation très, très complexe, très technique aussi, donc ça montre bien à quel point il faut parfois rentrer dans le détail, le moindre détail, les petits grattages de ce que tu as montré, c'est vraiment très intéressant, qui peut donner une piste. Donc, puisqu'on a déjà bien avancé dans le temps, je passe directement la parole au public, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, de vous adresser à Nicolas ou à moi-même. Il fait trop chaud, tout le monde est fatigué. Oui, j'arrive. Oui, merci beaucoup. On pensait connaître des choses, on savait qu'on avait encore beaucoup à apprendre. Est-ce que vous, dans votre musée, vous étudierez que la collection Gurlitt, ou vous avez aussi d'autres œuvres dont vous ne connaissez pas la provenance, qui auraient pu être achetées en parallèle pendant la guerre? Oui, bien sûr. Alors, je parlais de la collection Gurlitt aujourd'hui, mais c'est le deuxième grand projet dans le musée, c'est de rechercher les collections qui étaient là aussi, d'abord. Oui, et bien sûr, il existe des provenances lacunaires pour la plupart des œuvres. Je crois que c'est normal dans les musées. Oui. On se rend compte qu'il est très difficile de trouver la provenance des œuvres, puisqu'il y a eu très peu d'œuvres dont la provenance a été trouvée spoliée ou pillée, dont la provenance. Est-ce que vous avez plus d'espérance par la suite, ou ça veut dire que c'est une tâche longue et sans fin? C'est difficile à répondre. Bien sûr, nous avons... j'ai présenté notre méthode. C'est un outil un peu que nous avons développé depuis les derniers 10 mois. Et à ce moment, je suis très confidente, si on peut dire très confidente que ça va nous donner des
die neue Erkenntnisse. Oui, des nouvelles connaissances, des reconnaissances et des trouvailles peut-être. Je m'excuse, des reconnaissances, parce que nous avons, bien, c'était le test pour l'ensemble de Raphaël Gérard et dans la collection Gurlitt, c'est possible de regrouper d'autres œuvres à un ensemble. Et pour les œuvres de l'ensemble de l'art dégénéré, nous avons remarqué plusieurs marques de collection qui sont déchirées ou pas complètes. Et avec la description de ce qui existe, c'est ce qui manque. La documentation dans cet horrible tableau d'Excel, on peut filtrer tout après les mesures avec la couleur et on peut s'approcher un peu. Et avec un ensemble d'à peu près 500 œuvres, c'est un outil un peu pragmatique et un peu intelligent. Question ici. Merci. Ça fait 5 ans qu'il y a des recherches très intensives sur la collection Gurlitt. Et le journaliste Maurice Philippe Rémy, il y a 5 ans, avait déjà identifié à peu près à 12 le nombre d'œuvres qui étaient problématiques. Vous en êtes à 8 identifiés avec certitude. Est-ce qu'il serait peut-être pas temps de conclure, d'arriver à la conclusion que finalement Hildebrand Gurlitt n'était pas un marchand d'art nazi qui avait profité, il avait peut-être profité financièrement, mais qui n'avait pas acheté sciemment des œuvres qui étaient d'origine spoliée. Bon, Hildebrand Gurlitt, il était un marchand d'art pendant la période nazie. Alors, il a acheté, et quand on voit, quand on reconstruit son carrière depuis 1933, quand il a fondé sa galerie, on voit ce qu'il achète, et il achète tout ce qu'il peut acheter. Alors, il achète des œuvres du 19e siècle, du 17e siècle, d'art moderne, etc. En 1937, il commence à travailler pour le régime nazi. Et là, c'était le premier pas de son carrière professionnelle. Et alors, il s'arrange avec les régimes. Et dans la période de 1937 jusqu'au 1945, il achète pas seulement des œuvres du ministère du Reich, mais aussi des gens privés. Et c'est prouvé qu'il a acheté des œuvres sous contrainte pour 2 œuvres. Et parce que Hildebrand Gurlitt a été un marchand d'art pendant la période nazie, qui a mené sa galerie dans les im Rahmen der Gesetze par les... Dans le cadre des lois. Pardon? Le cadre des lois. Oui. Il reste dans le cadre légal. Et le cadre légal, c'était un cadre qui était positif pour la majorité des Allemands, mais qui était très, très négatif pour les Allemands juifs et les opposants du régime. Alors, il faut examiner, analyser chaque œuvre, s'il s'agit d'une œuvre spoliée ou d'une œuvre achetée dans les conditions dites normales. Merci. D'autres questions? Peut-être oui, je sais pas, on n'a peut-être pas aussi suffisamment souligné le fait qu'il y a quand même une grande majorité de la collection qui reste dans la couleur jaune. Si je reprends le système de la task force rouge, vert, jaune, donc c'est-à-dire, évidemment, il reste toujours beaucoup de travail à faire et il faut admettre aussi qu'il y a beaucoup d'œuvres où il y a tellement peu d'indices que c'est quasiment impossible
de savoir si oui ou non c'est une œuvre spoliée. Donc je pense que cette question-là elle reste ouverte. Moi j'avais une question, puisque tu as évoqué que déjà Hildebrand et ensuite par la suite son fils Cornelius surtout, il avait donc des liens avec Berne comme assez étroits, avec certains marchands de Berne, qu'il a pendant toutes ces années après la mort de son père a aussi vendu plusieurs œuvres donc de la collection qu'il a héritée de son père. Est-ce qu'il y a des recherches là-dessus? Est-ce qu'on sait quelles étaient ces œuvres? Est-ce qu'il y a des chercheurs qui se sont penchés sur ces questions, qui ont été vendues en fait avant la trouvaille de la collection à Munich? Oui, les deux galeries à Berne, c'est la galerie Kornfeld et Henze Ketterer. Ils ont donné au musée un dossier documentant tous les ventes de Cornelius Gurlitt et de Hildebrand Gurlitt. Alors, on connaît ce que les deux galeries ont vendu pour lui, pour la famille. Et j'espère qu'on va reprendre des recherches là-dessus. D'accord. Donc c'est en cours. C'est en cours. Oui. D'accord. Merci. D'autres questions? Oui. Un catalogue raisonné, quelque chose, un jour va venir? Oui. Ou c'est trop difficile, enfin, exhaustif ou pas? Non, c'est pas trop excessif. Ce sont à peu près 1500 œuvres et nous sommes en train d'établir un catalogue, mais nous collaborons avec nos collègues en Allemagne. Et alors, ça sera un projet entre les deux groupes de recherche. Et j'espère qu'on va terminer le catalogue raisonné en 2021. 2021, oui. Malheureusement, c'est pas si vite, mais alors à Berne, nous sommes à ce moment 5 personnes, 5 chercheuses pour faire la documentation. Et nous avons reçu le matériau un jour, comme ça. Et nous sommes en train de trouver les chemins là-dedans. Alors, 21, c'est... Merci. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Juste une dernière petite information pratique pour la dernière séance donc, de ce cycle qui aura lieu le, je ne dis pas bêtise, 26 juin. Attendez, je regarde mon programme, parce que là aussi on avait changé la date. Oui, donc c'est bien le 26 juin, donc avec une intervention de la chercheuse de provenance américaine Crystal Force, qui a longtemps travaillé donc pour la collection de MoMA et surtout le Metropolitan Museum of Art à New York. Et donc cette séance-là aura bien lieu à nouveau à l'auditorium de l'INHA à partir de 18h30. Voilà, je vous remercie pour votre intérêt. Merci, bonne soirée.